Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au programme de ce numéro, la découverte de nouveaux indices sur l'homme de Flores, la vie sexuelle de la reine chez les termites, un nouveau dispositif pour retrouver des météorites et un informaticien qui ne néglige pas son jeu de jambes. Rappelez-vous, en 2003, sur l'île de Flores, en Indonésie, la mise au jour d'un hominidé de très petite taille a laissé penser qu'il existait encore sur Terre, il y a seulement 50 000 ans, une espèce d'homme inconnu jusqu'alors. Cet homme, que l'on a appelé homme de Flores, fait débat. S'agit-il réellement d'une nouvelle espèce? Et si oui, est-elle issue d'une branche ancienne, comme Homo habilis, ou plus récente, comme Homo erectus? Une nouvelle découverte vient conforter cette dernière hypothèse. Dans la région de Mata Mengue, à 70 km de la grotte où les premiers ossements ont été découverts, de nouveaux fossiles viennent d'être mis au jour. Il s'agit d'une mâchoire appartenant à un adulte, d'un morceau de crâne et de 6 dents, dont des dents de lait provenant de 2 enfants. La morphologie de ces restes rappelle étrangement celle de l'homme de Flores. Des fossiles d'animaux et des outils rudimentaires retrouvés sur place rappellent également ceux associés à l'homme de Flores. En revanche, et c'est une surprise, les ossements retrouvés sont beaucoup plus anciens. Ils seraient âgés de 700 000 ans. Cette découverte apporte de nouveaux indices sur les origines de l'homme de Flores. La morphologie des dents rappelle en effet celle d'Homo erectus, une espèce qui était justement présente en Asie à cette époque. Selon ces éléments, l'homme de Flores serait donc issu d'un groupe d'Homo erectus, dont l'isolement sur une île aurait conduit à une diminution de leur taille. Une hypothèse qu'il faudra confirmer par la découverte d'autres fossiles, et qui, dans tous les cas, risque de relancer la controverse sur notre étrange cousin. La vie d'un couple royal chez les termites n'est pas de tout repos. Le roi que l'on voit en bas et sa reine au-dessus doivent à eux deux engendrer tout un peuple. Des ouvriers, des soldats et de futurs rois et reines qui iront fonder de nouvelles colonies. Imaginons maintenant que la reine meurt. Le roi veuf doit continuer à se reproduire, mais toutes les femelles du nid sont ses filles. Il est condamné à commettre l'inceste et court le risque d'engendrer une descendance fortement consanguine. Une équipe de l'Université libre de Bruxelles vient de découvrir que la reine des termites a anticipé sa disparition et trouvé la solution à ce problème. Chez ces termites originaires de Guyane, la reine copule classiquement avec le roi. Mais elle engendre aussi toute seule, par parthénogénèse, des clones femelles dont le patrimoine génétique est identique au sien. Si elle vient à disparaître, le roi dispose ainsi d'un harem de clones prêts à engendrer une très nombreuse descendance. Vous avez peut-être entendu parler du poignard de Toutankhamon, dont la lame a été taillée dans une météorite. Le fer était une denrée rare à l'époque, et les Égyptiens comme les Inuits savaient identifier une météorite et exploiter le métal qui la compose. Aujourd'hui, en France, l'observation de la chute d'une météorite puis sa découverte sur le terrain sont devenues rares. Seulement une dizaine au cours du XXe siècle, soit 5 fois moins qu'au siècle précédent. Ce n'est pas que les météorites soient plus rares, mais c'est parce que les agriculteurs possédaient autrefois de petites parcelles dont ils connaissaient le moindre caillou. 3 chercheurs de l'Observatoire de Paris, du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Université Paris-Sud œuvrent depuis 2013 à la mise en place d'un dispositif permettant de retrouver la trace de ces cailloux tombés du ciel. Appelé Fripon, ce dispositif comprendra à terme 100 caméras et 25 récepteurs radio répartis sur tout le territoire. Les caméras, dotées d'un objectif fish-eye, offrent une vue à 360 degrés de la voûte céleste. Elles sont reliées à des ordinateurs capables de lancer l'alerte lorsqu'un bolide, c'est-à-dire la trace de la chute d'une météorite, est détectée. Une campagne de recherche sur le terrain pour retrouver l'objet peut alors être déclenchée dans les 24 heures. Avec plus de 60 caméras déjà installées, Fripon est désormais opérationnel. Si vous avez envie de participer à cette aventure et au battu sur le terrain, faites-vous connaître auprès de la coordinatrice dont vous trouverez le contact sur le site de Fripon. Comment associer le travail sur ordinateur et l'exercice physique? Voilà le défi relevé par des ingénieurs de l'Université de Waterloo au Canada. Ils ont imaginé une interface qui permet de naviguer dans des menus uniquement grâce à un jeu de jambes. Le dispositif s'appuie sur une caméra placée sous le bureau qui repère les mouvements des jambes et sur des capteurs qui enregistrent la pression sous la voûte plantaire. À tout moment, un saut des 2 pieds permet d'afficher le mode d'emploi du dispositif. Si les mains restent utiles pour tapoter sur le clavier, le reste est entièrement piloté par le déplacement des charentaises du jeune homme.
ouverture d'une nouvelle page avec le talon, affichage des bookmarks par un coup de pied latéral, pied devant ou derrière pour naviguer verticalement dans la page, coup de pied droit pour ouvrir un lien, etc. Les ingénieurs ont même été jusqu'à imaginer une position particulièrement inconfortable pour accéder à Facebook, espérant ainsi dissuader les utilisateurs d'y passer trop de temps. William Sanders, que l'on a vu à l'écran, est l'inventeur du dispositif. Il nous reste à imaginer les performances d'un vrai sportif sur une telle interface. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À bientôt.